Bonjour et bienvenue dans Résonance, le podcast de l'expérience collaborateur. Je suis Sarah Cruveillé et je reçois aujourd'hui Laetitia Focanere. Bonjour. Bonjour. Merci Laetitia d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée. Qui tu es, pour ceux qui ne te connaissent pas? Tu as commencé ta carrière dans la vente où tu as appris l'écoute, le sens du service, la rigueur du terrain. Après un passage marquant en Australie, ton temps passé à Brisbane t'a ouvert l'esprit et confirmé ton envie de travailler à l'international. Tu as découvert l'univers du facility, donc les services généraux, et du workplace management, la gestion des environnements de travail, un peu par hasard, mais tu as trouvé ta voie. Par hasard, oui. Et aujourd'hui, tu es donc... et promotion d'aujourd'hui, donc je le dis avec fierté et mes félicitations. Tu as été nommé Global Head of Workplace Experience, donc responsable du monde de l'expérience du travail, donc tout ce qui a un rapport avec les locaux et l'immobilier chez Augury, où tu pilotes la stratégie immobilière, les services aux collaborateurs et donc le Workplace Experience, donc l'expérience de travail, pour une trentaine de bureaux dans le monde. Ton rôle, c'est faire en sorte que chaque collaborateur, où qu'il soit, dispose d'un cadre de travail efficace, agréable et aligné avec les enjeux business et financiers. Tu as évolué dans des environnements très différents, une multinationale comme Intel, une scale-up, donc une entreprise en forte croissance comme Driveco, et aujourd'hui une entreprise tech globale, Augury, ce qui t'a permis de développer une approche à la fois structurée, humaine et orientée impact. Tu es aussi la fondatrice de la Workplace Community, donc la communauté des professionnels de l'environnement de travail. C'est un réseau qui réunit des professionnels comme toi du secteur pour partager, s'inspirer et faire évoluer vos métiers ensemble. Oui, c'est bien ça. C'est bien résumé. Alors, c'est vrai que tu travailles dans une boîte internationale et que la langue de travail est l'anglais. Tu m'as même raconté cette anecdote que parfois vous n'êtes que des Français dans une réunion et que vous parlez en anglais. C'est vrai, en effet, mais je pense que c'est bien de s'imposer cette rigueur aussi pour éviter qu'au cas où il n'y aurait pas des francophones un jour dans une réunion et qu'on les laisse de côté. Exactement. C'est très important pour notre DRH aussi. Et je trouve effectivement que ça a son importance. Aujourd'hui, c'est la langue de l'entreprise, donc on se doit de l'appliquer. Voilà. C'est juste que dans le podcast, tous nos auditeurs ne sont pas nécessairement bilingues, et donc je me permettrai, s'il y a trop de termes anglais, de te demander la traduction. Avec plaisir, voilà. Juste... et je vais essayer de faire attention aussi. C'est juste le point de vigilance. Oui. Comment on se connaît? Alors nous, on ne se connaissait pas. Non. Mais enfin, c'est Martin Sauer de Sleen, de l'entreprise Sleen, qui est venu dans le podcast et qui avait dit moi, j'aimerais bien entendre Laetitia, ce qu'elle a à dire sur l'expérience collaborateur. Donc, Martin, si tu nous regardes et nous écoutes, petit coucou et merci d'avoir proposé Laetitia. On a un rituel dans Résonance, donc je te propose de tirer une carte. Celle qui t'inspire. C'est pas un gage ou une vérité, c'est quoi? Non, t'inquiète pas. A priori, c'est pas piégeux. Pas de piège, ok. A priori. Quel conseil donnerais-tu à ton toi de 18 ans? Oh là, ah oui, quand même, il n'y a pas un petit piège, mais il va falloir que je réfléchisse. Non, un conseil, je lui dirais de ne pas s'inquiéter. Je lui dirais, ne sois pas inquiète par la vie, tout va bien se passer. Je pense qu'à 18 ans, c'est le moment où on se dit qu'il faut choisir des études. On se dit qu'on va choisir notre métier, parce qu'il faut choisir les bonnes études pour choisir le bon métier. Et en fait, j'ai pas choisi les bonnes études pour faire le métier que je fais aujourd'hui, et j'en suis ravie. Donc je lui dirais, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Suis ton intuition. Voilà, c'est ce que je lui dirais pour éviter, quand j'étais ado, c'est vrai que je m'inquiétais beaucoup. Je voulais vraiment choisir le bon chemin. J'ai des parents qui ont toujours su ce qu'ils voulaient faire, qui ont fait ce qu'ils savaient qu'ils allaient faire. C'était pas vraiment mon cas à 18 ans, donc je voulais vraiment leur faire plaisir. Et puis finalement, ça s'est pas passé comme ils auraient aimé quand j'avais 18 ans, mais ils sont très fiers aujourd'hui. Donc voilà, c'est le conseil que je me donnerais, de pas s'inquiéter. Super, merci Laetitia. Donc on est dans le podcast de l'expérience collaborateur. Toi, si tu devais te donner ta propre définition de l'expérience collaborateur? Alors aujourd'hui, je pense que l'expérience collaborateur, ça peut paraître très vaste, et c'est vrai, ça englobe beaucoup d'enjeux. C'est vraiment, pour moi, si ça devait se définir brièvement, tout ce qu'un collaborateur va vivre, comment il vit son expérience au travail. Donc, il y a plusieurs piliers. Effectivement, il y a le pilier physique, le bureau, de quand il rentre à quand il s'en va et ce qu'il vit au milieu. Mais il y a aussi, effectivement, de son expérience, ce qu'il vit avec son management, de ce qu'il vit dans sa profession même, comment il vit son travail. Donc, je pense que l'expérience collaborateur, c'est tout ça. Aujourd'hui, le workplace, évidemment, c'est l'environnement physique, mais aussi les initiatives
d'initiatives autour de cet environnement physique, parce qu'on crée beaucoup d'initiatives. C'est vrai que notre scope s'est agrandi. Alors, notre scope, comment on va le dire? Je ne me suis pas fait reprendre, donc ça va, notre périmètre s'est agrandi. Mais c'est vrai qu'initialement, l'environnement de travail, c'est les services généraux ou l'immobilier. Et je pense qu'il y a quelques années encore, on avait moins cette notion que c'était un pilier stratégique pour engager les collaborateurs. Donc, il y avait forcément moins d'initiatives organisées par ces équipes-là. Aujourd'hui, c'est tout ça. Et je pense qu'une bonne expérience, oui, c'est ce qui va... c'est quand dans tous ces domaines, on excelle, ou en tout cas qu'on innove, qu'on cherche à faire en sorte que les salariés, les collaborateurs se sentent bien là où ils sont. Alors, ce n'est pas une question que je pensais te poser, mais là, elle émerge. C'est assez paradoxal ce que tu dis, parce que finalement, l'ampleur que tu évoques, qu'a pris l'environnement de travail, les locaux et tout ça, à côté de ça, le télétravail, c'est lui aussi beaucoup développé parallèlement. Donc, j'ai trouvé... Oui, alors c'est vrai que ça s'est beaucoup développé, un peu par des circonstances forcées, puisque c'est évidemment le Covid qui a fait que ça s'est démocratisé. Cependant, ça rejoint la flexibilité. Et donc là, on va toucher au management, à la politique d'entreprise. Et donc, ça rejoint cette notion d'expérience. Évidemment, pour moi, c'est une évidence. Le télétravail, c'est une amélioration de la qualité de vie au travail. Parce qu'on va avoir cette flexibilité, quelque chose qu'on n'avait pas forcément avant. On peut plus facilement aller chercher ses enfants à l'école. On peut s'occuper parfois de tâches ménagères entre midi et 2. On n'a pas le transport. Aujourd'hui, je pense que vraiment, l'une des raisons principales des qualités qu'on va trouver au télétravail, c'est le transport. Quand on habite dans des grandes villes comme Paris, sincèrement, ça complique les journées, les transports. Donc, oui, l'environnement de travail, et non à tout télétravail, évidemment. Moi, je pense que le bureau a toute sa place dans l'expérience qu'on va avoir. Mais le travail au bureau tous les jours, non, j'y crois pas non plus. Je pense qu'il est important d'écouter les collaborateurs, de savoir ce dont ils ont envie. Moi, j'ai beaucoup de chance. Je suis dans une entreprise qui est très en avance. On fait du travail hybride. Aujourd'hui, il y a énormément de flexibilité, énormément de tolérance, et je pense que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez Augury. C'est cette ouverture, cette façon d'embrasser aussi la modernité de ce qui peut être et de faire avec les réalités de chacun. Et ça, je trouve ça génial, effectivement. Tu en parleras peut-être après, mais du coup, qu'est-ce que les gens qui bénéficient de flexibilité comme toi dans ta boîte ou moi dans la mienne, qu'est-ce qu'on vient chercher au bureau finalement? Alors je pense que évidemment c'est le lien social, c'est la collaboration. On collabore différemment quand on est en présentiel, quand on est dans une réunion tous ensemble. J'ai eu la chance hier de vivre un all hand dans l'équipe RH. Alors all hand, il va falloir que une réunion où on réunit toute l'équipe et effectivement voilà, c'est l'exemple le plus récent, mais on avait une dizaine de personnes, peut-être un peu plus en présentiel, et tous les autres à distance parce qu'ils sont partout dans le monde. Mais l'énergie était incroyable. Je suis sortie de cette réunion et je me suis dit, alors on a regardé ce qu'on a accompli sur le premier semestre, mais l'énergie, tu as l'impression quand tu sors de là que tu vas conquérir le monde ensemble, parce que les applaudissements, tu les vis différemment que des emojis, forcément, parce que les sourires, parce que chaque mot, tu l'entends différemment, tu as les personnes, tu ressens quelque chose de différent. Et je pense que c'est ça qu'on vient chercher. On vient chercher au bureau. J'espère qu'ils viennent aussi chercher ce super café que j'ai choisi. Mais réellement, je pense que c'est le lien social. Indéniablement, c'est ce qui fait que ça fait toute la différence. C'est ce qui nous rend heureux aussi au travail, de partager, de rencontrer les autres. Je pense que oui, c'est ça. C'est le lien social, vivre les choses différemment. Et après, est-ce que tous les jours doivent être ça? Non, pas forcément, mais c'est vrai que c'est ce qu'on vient chercher, je pense. Oui, parce que hier soir, tu as été récompensée, c'est ça? Oui, alors que tu je m'attendais pas à cette question non plus. C'est vrai, je te l'ai dit devant la porte. Oui, effectivement, on a la chance d'avoir une merveilleuse équipe culture, et ça, je trouve que ça fait toute la différence aussi. Toutes les entreprises qui n'ont pas des personnes dédiées à la culture, je leur recommande vraiment. Moi, ça m'a fait, j'ai trouvé ça génial. Dès que je suis arrivée dans l'entreprise, alors j'ai eu un onboarding incroyable. Une intégration. Ficelé, une intégration avec des vidéos de formation, avec un plan réalisé pour mon manager pour que je puisse faire mon intégration avec les personnes rencontrées, une immersion dans la culture et dans ce que fait l'entreprise, son activité.
Et ça, c'était incroyable parce que tout de suite, j'ai été là-dedans. Et donc ensuite, j'ai appris tout ce que l'équipe culture faisait, qui est chargée aussi... Qui est culture d'entreprise, en fait. Culture d'entreprise, chargée du bien-être aussi, et de la reconnaissance. Et ça, je trouve ça incroyable. On a des personnes qui ont dans leur projet de s'occuper de la reconnaissance des collaborateurs. Et ça, oui, c'est la culture. Reconnaître les achievements, les succès, reconnaître les personnes. Je trouve ça superbe parce que oui, c'est le management par le positif et ça, ça engage nécessairement. Et donc hier, j'ai eu la chance avec Gabriella, je la cite, qui a aussi gagné et qui a un exemple vraiment d'impact. On a gagné le People Impact Award, donc ça a été mis en place, c'est pour tous les départements et donc il y aura d'autres dans les autres équipes aussi. On était l'équipe pilote et oui, j'en suis ravie, j'en suis très fière aujourd'hui. Avoir de l'impact, évidemment, c'est une reconnaissance. On se dit, voilà, tout ce que j'ai fait, ça a été reconnu. Et puis, on a eu la chance aussi de lire les nominations, donc ce que les personnes avaient accompli, pourquoi nous avaient nominés, vraiment. Et donc, ce qu'ils avaient cité comme nos principaux succès et pourquoi ils nous nominaient. Et c'était très, très émouvant, effectivement, de se dire, voilà, c'est ça que j'ai apporté, c'est ça que j'ai apporté à l'équipe, c'est ma petite pierre à l'édifice. Parce que oui, ils sont tous géniaux dans cette équipe, je le dis. Donc, je pense qu'on a tous un impact incroyable. Tout ce que j'ai fait aussi, je l'ai fait grâce à une équipe. Et donc, on n'a jamais de l'impact tout seul. Mais c'est vrai que c'est une belle reconnaissance. Après 9 mois dans l'entreprise, on se dit, oui, c'est reconnu. Et ça engage encore plus que je te dise, c'est la vérité aussi. Bien donc, je recommande à toutes les entreprises qui n'ont pas une super équipe comme ça de le faire. En tout cas, je suis impressionnée par quelqu'un qui est en charge de la reconnaissance. Alors, en fait, elle a le bien-être, la communication interne et les programmes de reconnaissance. Et oui, c'est incroyable. Je pense que c'est très lié aussi. Le bien-être, la reconnaissance. Donc là, par exemple, ce type de soirée, comme hier soir, c'est dans son périmètre. Oui, c'est les awards. En termes de reconnaissance aussi, on a forcément les anniversaires dans l'entreprise. Et ça, c'est génial, parce qu'on fête les 1 an, on fête les 2 ans, on fête les 10 ans maintenant. Depuis que je suis arrivée, j'ai déjà vu 2 ou 3 personnes qui ont fêté leurs 10 ans. Et c'est incroyable aussi parce que ça permet aux nouveaux collaborateurs de se visionner, de s'imaginer, de se projeter dans cet avenir d'entreprise. Je trouve que c'est toujours un gage de qualité, de voir des gens qui sont là depuis longtemps. Pour moi, c'est très important. Je pense que le fait d'avoir des personnes, des collaborateurs qui se sont inscrits dans le temps, c'est eux aussi qui détiennent la culture de l'entreprise parce qu'ils ont vu les changements. Toutes les entreprises connaissent des changements, des évolutions et ils détiennent aussi cette petite clé de l'histoire de l'entreprise. Et donc forcément, et c'est très beau aussi de voir ces reconnaissances parce que on apprend, on sait combien de temps les personnes ont passé, on en apprend. Du coup, parfois, c'est des personnes qu'on n'a pas croisées dans notre vie professionnelle au quotidien. Et donc, on apprend leur métier parce qu'on va avoir célébré leur anniversaire. Et ça, c'est très intéressant. Effectivement, ça a un impact. Ça résonne parce que je suis arrivée chez Xelia, on était 15. On est 250. Ah oui, effectivement. Moi, c'était il y a 15 ans. Et donc, effectivement, c'est ce que tu évoques de toutes les personnes que j'ai vues arriver, tout ce qu'on a vécu depuis 15 ans. C'est vrai que c'est... Ton parcours, quand on a discuté ensemble, m'a paru tout sauf linéaire. Oui. J'ai entendu des moments de doute, des accidents de parcours, de vie, des virages un peu inattendus. T'es passé aussi du droit à la vente, puis aux services généraux. Oui. Qu'est-ce qui t'a guidé un peu dans tous ces choix pour en arriver à ce rôle stratégique dans l'immobilier d'entreprise à l'international? Et peut-être, excuse-moi, je fais un tout petit peu de rétropédalage, mais peut-être dis-nous, parce que ça va colorer, je pense, ce que tu vas nous partager, dis-nous un peu, augurer en quelques mots, ce qui font combien vous êtes, parce que... Alors oui, on est 550 dans le monde. Aujourd'hui, on a 26 bureaux dans 19 pays différents. C'est une boîte de la ad-tech, donc de la publicité en ligne, sur mobile. C'est une très belle entreprise française. On peut en être très fier parce que effectivement, pour une entreprise française qui a une dizaine d'années, être implantée dans 19 pays, c'est incroyable. On a une expansion incroyable en Asie, dont on est très fier aussi, aux États-Unis aussi, ce qui n'est pas toujours une mince affaire.
faire, parce que les entreprises françaises qui réussissent aux États-Unis, il n'y en a pas beaucoup. Donc effectivement, c'est une très belle entreprise de 550 collaborateurs. Pour mon parcours, effectivement, ce n'est pas linéaire. Et c'est peut-être pour ça mon conseil, excuse-moi, que j'aurais donné à mon moins de 18 ans, c'est que je pense que j'ai toujours pensé que j'étais fait pour le linéaire, que j'aimais pas vraiment le changement. Et en fait, comme quoi, eh bien, on a souvent une très mauvaise idée de soi. Parce que je pense que vraiment, c'est ce qui m'anime, le changement. Je pense que parfois, c'est vraiment, je me surprends dans le positif quand il y a du changement. Et oui, j'ai abordé des chemins complètement différents. Donc, ce qui devait être linéaire, c'était mes études de droit. Effectivement. Donc, avant ça, j'ai pris une petite pause pour aller en Australie. J'ai donné quelques cours de français. J'ai survécu en voyageant. Donc, une belle survie parce que c'était très agréable. J'ai rencontré beaucoup de personnes de culture. C'est très cosmopolite et c'était assez impressionnant aussi pour moi qui venais d'une toute petite région de France qui est la Corse. Et donc, forcément, ça ouvre énormément l'esprit. Ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien à l'âme, je pense, de rencontrer toutes ces personnalités, toutes ces cultures. Et puis, je suis rentrée pour mes études et en fait, un accident de la vie, oui, j'aime pas beaucoup en parler, mais pas beaucoup de monde le savent à propos de moi. J'ai eu un très grave accident de voiture et c'est vrai que ça a bouleversé un peu mon quotidien pendant presque 2 ans où j'ai dû subir des opérations et ça a été très difficile et ça a mis un petit stop à mes études. Et après, quand j'ai été dans l'état physique de reprendre mes études, eh bien, je n'arrivais plus à rester en place. Je n'y arrivais plus, j'arrivais plus à l'amphithéâtre. Pourtant, j'avais réussi mes 2 années. Et j'ai cherché tout simplement un petit boulot pour on va dire, joindre les 2 bouts en attendant de pouvoir l'annoncer à mes parents. C'était le plus difficile. Mais, qui espérait ce chemin linéaire. Oui, il espérait. Après, sincèrement, ils ont été super ouverts. Je pense que mon épreuve, ça a été la leur aussi. Hein, forcément, c'est toujours l'épreuve qu'un enfant a, c'est celle de ses parents aussi. Donc voilà, et effectivement, j'ai travaillé dans la vente. Puis, parcours, incident de parcours pour mon entreprise où j'ai travaillé un petit moment qui a dû fermer des boutiques. Et on en voit beaucoup en ce moment des enseignes françaises. C'est très triste. Moi, ça me touche personnellement parce que je me rappelle... J'étais très jeune, donc je m'inquiétais pas beaucoup pour moi à ce moment-là, mais j'avais vu des personnes qui étaient dans cette enseigne depuis une vingtaine d'années. Et vraiment, je me rappelle de cette inquiétude que j'avais pour elles. Ces personnes qui étaient souvent des femmes, qui étaient à Tours, dans une boutique, ou je donne Tours comme exemple, hein, mais dans des petites villes où forcément il n'y avait pas beaucoup d'emplois, qui connaissaient que cette enseigne. Et c'était assez violent. Et puis par hasard, il y avait une ouverture de poste sur un temps partiel, sur de l'assistanat d'un responsable de services généraux. Je l'ai pris, ça a été ma transition. Et je pense que oui, après quelques jours, je savais que c'est ce que je ferais. Je savais que j'avais beaucoup de lacunes au côté technique, qu'il fallait que j'apprenne, mais j'ai trouvé ça très inspirant, j'ai trouvé ça très terre à terre en même temps. J'ai bien aimé le côté technique, donc il fallait comprendre le bâtiment, il fallait comprendre les climatisations, il fallait comprendre comment on règle des problèmes du quotidien, vraiment liés, et en même temps, à côté de ça, il y avait cette partie humaine. Alors, il fallait gérer son client interne, qui ressemblait parfois beaucoup à mes clients quand je travaillais dans la vente, très exigeants. Ils savent pas toujours ce qu'ils veulent, mais ils savent qu'ils veulent quelque chose, donc il faut les guider. Et c'est tout de suite, évidemment. Et donc, j'ai appris aussi je pense que j'avais ce côté social, mais j'ai appris à gérer ce qu'on attend, les attentes, et à trouver des solutions rapidement aussi sur le terrain. Donc c'est pas linéaire, c'est vrai, mais je pense que je ne regrette rien de ce parcours. Je pense qu'aujourd'hui... alors tu m'aurais posé la question il y a 5 ans, peut-être que j'aurais eu encore des doutes, peut-être que je savais pas où ça atterrirait, mais je savais que j'étais quand même au bon endroit, je pense. Donc après, c'est vrai qu'il y a toujours un peu le syndrome de l'imposteur quand on n'a pas fait les études liées à son métier, il y a toujours les doutes, mais malgré tout, je pense que les petits succès du quotidien, les accomplissements font que petit à petit ça se dissipe et on se dit bon, je suis au bon endroit et je fais pas si mal. Et je pense que l'engagement, ça règle beaucoup de problèmes sur les études passées qui étaient censées nous amener là. Donc voilà. C'est vrai que la confiance en soi, ça se gagne dans l'action aussi. Plus on fait de choses, finalement, plus on a confiance en soi. En tout cas, je voulais te remercier parce que ta confiance m'honore. J'ai vu une petite émotion dans ton partage, donc vraiment ça me touche. Merci beaucoup. Tu m'as dit plusieurs fois en parlant du facility management, c'est un métier.
Oui. Pourquoi c'est important pour toi de faire reconnaître cette expertise? Parce que quelles sont finalement encore peut-être les idées reçues que tu combats? Alors, effectivement, c'est un vrai métier. C'est très technique. Pour moi, j'ai eu beaucoup de chance et ça, je pense qu'il faut le souligner. Étant donné que j'ai commencé ma carrière dans une entreprise très corporate, très processée, 250 000 salariés dans le monde, j'ai eu la chance d'arriver et de trouver un peu ce bouquin magique de comment gérer le service généraux des bâtiments. Donc un vrai bouquin physique. C'était vraiment une Bible. Voilà, ton cahier d'onboarding, c'était pas du tout l'intégration très interactif en ligne. C'était pas du tout, c'était qu'est-ce que tu fais dans cette situation, les climatisations, les contrôles réglementaires, quand, comment, pourquoi. Vraiment, c'était incroyable. Et j'ai trouvé ça, et puis c'était le Covid, donc effectivement, mes clients internes ont déserté les locaux, et moi, comme j'étais censée être sur site, alors pas au tout début, pas au premier confinement, mais ensuite, oui, j'ai dû retourner sur site. Et effectivement, j'ai appris mon métier grâce à tous ces process qui avaient été rédigés, grâce à gérer des contrôles en posant beaucoup de questions aux prestataires qui sont nos partenaires, vraiment. Dans les services généraux aussi, on n'est rien sans nos partenaires. Et c'est très important de leur donner et le respect qu'ils méritent et de voir cette relation comme un partenariat et pas comme un simple contrat, parce qu'ils nous aident tellement. On ne ferait rien sans eux. Parce que moi, je sais que la climatisation doit être réparée. Je peux détecter quand il y a un problème, mais je ne peux pas la réparer. Et donc, c'est là toute l'importance aussi de créer ces partenariats. Et de créer une relation de confiance. Et effectivement, j'ai appris beaucoup sur le technique, la gestion des bâtiments de cette façon-là. Et c'est très important. Pourquoi ? Parce que il y a eu cette idée pendant très longtemps que c'était de la commande de fourniture, de la commande de snacks ou juste gérer des prestataires. Mais c'est faux parce qu'il y a énormément de planification, d'organisation, de connaissances techniques aussi, parce que détecter les problèmes, voir ce qui ne va pas, c'est une compétence aussi. Comment réagir face aux urgences? Il ne faut pas oublier que notre métier, nous sommes aussi les garants de la sécurité des collaborateurs. On va y arriver plus tard. Mais effectivement, tout ça, ça demande des vraies compétences. Et aujourd'hui, ça se dissipe énormément. Je pense qu'il y a une très belle évolution du métier. Il y a une très belle évolution de la perception du métier. Cependant, c'est important de le dire. Oui, on sait ce que c'est un faux plancher technique, on sait les installations, on sait suivre des chantiers, on sait piloter des chantiers, on sait réceptionner des travaux. Et tout ça, on sait comment aménager. On connaît la réglementation sur l'aménagement. La plupart des entreprises ont la chance maintenant d'avoir cette compétence en interne. Mais aujourd'hui, quand on n'a pas cette compétence en interne et qu'on arrive, on voit que cette compétence n'était pas là, par exemple, quand ça a été aménagé. Et ça fait forcément toute la différence. Est-ce qu'être une femme, parce que tu vois, on parle de climatisation, de bâtiments, est-ce que finalement c'est un avantage, c'est un inconvénient, c'est neutre? Tu dirais quoi? Est-ce qu'il y a des a priori encore? Ça dépend toujours de ton interlocuteur, je dirais. Même encore aujourd'hui? Même encore aujourd'hui, évidemment. Mais ça, je pense que c'est pour beaucoup de métiers. Mais effectivement, non, c'était un métier qui était très masculin. C'est en train de changer. C'est grâce au fait d'expérience aussi, beaucoup. Parce que ça y est, on reconnaît que c'est un métier où il faut des compétences sociales. Et je pense que du coup, ça a permis à beaucoup de femmes d'aborder le métier, de se dire non, mais il n'y a pas que ça, parce que peut-être, je ne sais pas, pour des propensions ou des biais aussi tout simplement, et ça se développe plus. Mais oui, c'est un métier qui est très masculin à la base, l'immobilier aussi, heureusement, ça change. Est-ce que ça aide? Est-ce que ça n'aide pas? Oui, je pense que ça dépend de l'interlocuteur. Heureusement, je pense qu'aujourd'hui, la société n'est pas la même qu'il y a 20 ans. C'est une très bonne chose. Je ne suis pas sûre que mon expérience aurait été la même il y a 20 ans. Donc, j'en suis très heureuse, oui. Ouais. Chez Xelia aussi, chez nous, c'est aussi une femme, Malika Barni, qui est la fée pour nos locaux. On est en train de refaire nos locaux et c'est elle qui supervise les travaux. Donc, à nouveau une femme bon très courage. efficace. Voilà, donc c'est vrai que ce sont des sujets, en tout cas pour l'expérience collaborateur,
très important. Chez Augury, tu l'as dit tout à l'heure, hein, tu as une équipe répartie dans le monde entier, toi aussi. Tu as des relais, finalement, puisque tu dis 19 bureaux. Comment tu fais pour embarquer, faire grandir, structurer une équipe à distance, tout en tenant compte quand même des différences, j'imagine, culturelles, locales, même les normes, je ne sais pas, tout est un peu différent. Alors, au-delà des relais, c'est vrai que c'est des piliers. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de chance de créer cette équipe qui n'existait pas. Ça fait toute la différence aussi. On a créé les fondations ensemble, puisque je suis arrivée que 2-3 mois avant. Donc finalement, j'avais pas d'héritage de façon de penser, de façon d'appréhender l'entreprise. C'était vraiment aussi l'occasion de créer cette équipe et on l'a construite ensemble. Alors, je n'ai que des femmes. Je travaille pour la diversité et l'inclusion aussi dans mon équipe. Il va falloir embaucher des hommes, Laetitia, quand même. Hommes, j'avoue, je suis pas très inclusive. Et donc, je vais les citer. Elles sont super. J'ai Sylvia qui est à Cologne, Rossella qui est à Milan, j'ai Christine qui est à New York qui vient de rejoindre l'équipe et Lucia qui est à Madrid. Donc effectivement, et on va rechercher quelqu'un pour notre équipe de Tokyo, peut-être un homme, qui sait, peut-être qu'on va s'ouvrir nous aussi. Donc elles gèrent des zones géographiques parce qu'elles sont dans un pays mais elles gèrent des zones géographiques. Et donc elles sont regional, donc elles ont vraiment un périmètre régional avec plusieurs pays et comment on fait? Oui, culturellement, je pense que c'est un peu comme dans la vie. Hein, on cherche à connaître l'autre, on apprend à communiquer un peu ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. C'est un peu comme les profils disques. Parfois, il suffit, même si on n'est pas de culture différente, juste des profils, des personnalités différentes, il faut s'appréhender. Mais ça se passe très bien. Aujourd'hui, structuré. Comment on a fait? On a construit une roadmap ensemble, ce qui était une évidence. On a professionnalisé vraiment l'environnement de travail chez Augury. Et donc, on a construit quels sont nos premiers objectifs, comment on va pouvoir offrir cette meilleure expérience, mais aussi accomplir, au-delà de l'expérience, nos fonctions premières, la sécurité, les enjeux santé et sécurité au travail, qu'est-ce qu'on veut accomplir, où on veut aller, et on la construit ensemble. Et je pense que ça fait toute la différence aussi. Être un manager, c'est pas juste un titre, c'est vraiment voir où sont les compétences, qu'est-ce qu'il y a à développer et offrir aussi de grandir. Pour moi, c'est tout ce qui fait, je pense qu'on va en parler aussi plus tard, je suis un peu en avance, mais c'est ce qui fait toute la différence et je pense ce qui fonctionne dans cette équipe. C'est qu'on avait un projet commun et en même temps, tout le monde a développé des compétences sur des parties différentes de notre activité. Par exemple, on a une personne qui va être chargée mondialement, même si ce n'est pas dans son périmètre régional, de l'offre snacking qu'on a dans l'entreprise et donc elle a construit un projet merveilleux en 6 mois. C'est un programme qu'on va implémenter en commençant par des sites pilotes. On a aussi alors c'est quoi ce programme snacking finalement? C'est une offre, je ne vais pas tout dévoiler, tout le monde est au courant, mais c'est vrai que c'est axé sur la sélection responsable des fournisseurs déjà, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Comment on choisit des snacks qui sont sains, mais aussi avec une entreprise qui a du sens, qui vont travailler avec des personnes en réinsertion sociale, peu importe. En tout cas, on a mis des critères de sélection sur des entreprises responsables. Et donc, c'est ce qu'on cherche. On ne cherche pas forcément un label, on cherche des entreprises responsables. Et donc, ça, c'est toute la différence. Elle a travaillé énormément, elle a benchmarké toutes les entreprises de la tech possibles en envoyant des sondages à tous ses homologues. Ça a été un vrai travail de fond et surtout, elle a dû rechercher ce qui se faisait actuellement chez nous. Et là encore, à cause ou grâce à des différences culturelles et aussi des héritages, c'était un peu, on va dire, différent. Et le but aujourd'hui pour nous, c'est d'harmoniser ce qu'on offre, notre expérience. Et donc, c'est un travail très intéressant de fond, de recherche. Et elle a fait un super boulot. Et par exemple, c'est ça. Et ça lui a donné cette expérience dans ce pan de notre activité. Et je trouve que ça, c'est très important. Puis ensuite, on a eu un très gros projet sur nos contrats, vraiment purs services généraux, donc tout ce qui va être les soft and les hard services, donc tous les types de services qu'on a dans nos bureaux, comment on optimise. Alors, tu peux dire soft et hard services pour que les gens donnent 1 ou 2 exemples. Je ne sais pas le dire en français, c'est dramatique. On va avoir les contrats qui vont être plus techniques, liés à la gestion du bâtiment, et les contrats qui sont purement du service. Okay. Je pense que c'est la vraie distinction. Et effectivement, regarder ce qui se passe, comment on peut optimiser, mais pas que financièrement.
financièrement, comment on peut avoir la meilleure prestation, le meilleur service pour nos collaborateurs. Et ça, c'était très important aussi. Et ça, c'est des projets qui donnent aussi des compétences, vraiment. Et ça, c'est quelque chose qui me tient aussi particulièrement à cœur, de savoir que tout le monde s'épanouit dans ce qu'on fait, et en même temps c'est ce qui va offrir qu'on va arriver, la structure, d'avoir un plan clair, c'est ce qui permet qu'on peut avancer aussi. On aimerait tout faire quand on arrive, qu'on prend un poste, tout, des idées, j'en ai pour 3 ans je pense. Il a fallu qu'on sélectionne, on l'a fait ensemble, et je pense que c'est ce qui a fait la réussite aussi. Donc tu dis, tu utilises les données finalement et la finance comme levier. Ça, j'ai trouvé ça assez intéressant, cette approche pour améliorer l'expérience collaborateur. Tu dis que c'est pas toujours un réflexe évident dans ton métier. Qu'est-ce que ça change concrètement, à la fois dans ta posture vis-à-vis de la direction et les collaborateurs, dans les décisions qui sont prises, cette approche par la data, les données et la finance? Alors, je pense que c'est clé aujourd'hui et dans énormément de métiers. Notre métier, ça a été longtemps perçu comme, voilà, justement, simplement de la gestion de contrat ou de la commande de fourniture. Ce que j'aime faire, c'est pousser tout ça à se dire combien ça me coûte par collaborateur, et pas dans un côté négatif, mais comment, si demain j'embauche 200 personnes, combien ça va me coûter? Et donc, est-ce que c'est le bon prix? Est-ce que je paye le bon prix? Est-ce que j'achète les bonnes choses? C'est pareil pour un bureau. Les mètres carrés, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'optimisation immobilière. Les gens veulent moins de mètres carrés. Et c'est pas juste une notion de coût, c'est une question de responsabilité aussi. Est-ce qu'on a besoin de tous ces mètres carrés vides, consommation d'énergie, gaspillage au final, et des contrats de maintenance qui explosent pour très peu de retour sur investissement? Parce que finalement, ça reste du gaspillage quand le bureau n'est pas utilisé. Et donc, comment on va développer ce que j'utilise? Je vais utiliser la data pour principalement me dire comment je prends une bonne décision. Une décision qui est financièrement justifiable pour ta direction. Évidemment, c'est aujourd'hui, la finance, c'est notre meilleur allié. Ça doit être notre meilleur allié. On ne peut pas, les services généraux, l'immobilier, le workplace en général, travailler sans eux. On est souvent le 2e centre de coût de l'entreprise. Ça, c'est une réalité. Le 2e poste de dépense. Les loyers, forcément, les services, ça coûte de l'argent. Après, les salaires, c'est ce qui vient souvent dans les entreprises. Et donc, on ne peut pas faire sans la finance. Ça doit être notre partenaire. Et donc, il faut parler le langage de la finance. Et ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, on ne peut pas juste dire « j'ai besoin, je rajoute ça ». Parce que je pense qu'il va y avoir ça. C'est très important de se baser sur des vrais chiffres. De se dire, aujourd'hui, ça me coûte tant par collaborateur. Si on embauche 50 personnes, voilà ce que ça va coûter. Ça peut aider toute l'entreprise à prendre des meilleures décisions. Ça peut aider l'entreprise de savoir où c'est qu'elle va, où elle va réellement, et où elle ne veut pas aller aussi. Et aujourd'hui, c'est très important de se dire que chaque dépense est un investissement dans son collaborateur. Donc oui, il faut y faire attention. Oui, il faut gérer toutes ces données. Oui, il faut connaître son budget sur le bout des doigts. Évidemment, il faut savoir quoi demander, quand le demander, mais savoir expliquer pourquoi on le demande, pourquoi on veut faire ce qu'on veut faire. Et la data, aujourd'hui, de maîtriser son budget, de maîtriser le marché. Le marché, c'est très important en termes d'immobilier. On ne peut pas se contenter de garder un bureau parce que ça fait 10 ans qu'on y est. Ouais. Il faut se dire, est-ce une bonne décision? Est-ce que c'est sur le marché? Est-ce que mon retour sur investissement est le bon? S'il n'est pas le bon, où je vais aller? Et c'est pas juste aussi arbitraire. Toutes les décisions doivent être conduites par cette analyse financière, mais aussi, par exemple, aujourd'hui, moi, chaque projet que j'ai fait en 9 mois, j'ai fait des analyses de transport, par exemple. Donc, j'anonymise forcément les données des collaborateurs. Évidemment, je prends leur adresse. Et si j'ai des biens potentiels sur lesquels on va déménager, eh bien, on fait une analyse de transport. Les brokers font ça très bien. Les agents immobiliers, ils le font gratuitement. En plus, c'est super. Ils ont tous les outils pour le faire. Et là, on va se dire, ah ben celui-là paraît une très bonne option financière. En termes d'image, très bien, mais 90% des collaborateurs prennent 30 minutes de trajet en plus. Ouais. Eh bien, on le raye. C'est simple. C'est très factuel, mais encore une fois, c'est jouer avec la donnée.
Et là, ça nous aide, c'est une aide à la prise de décision et une aide à convaincre aussi souvent quand même. Il y a une approche presque data scientist dans ce c'est vrai. Et c'est vrai que chez Xelia, ce que tu évoques, c'est vraiment ce qui se passe chez nous parce qu'on avait 3 étages. Avec la libéralisation du télétravail, finalement, c'était vraiment sous-exploité. Ouais. Donc, on vient de rendre un de nos étages. Et à la place, l'argent qu'on ne va pas mettre dans les loyers, on le met dans ces travaux que nous sommes en train de faire. Ouais. Pour l'expérience collaborateur, pour leur offrir aux collaborateurs encore une meilleure expérience. Ouais. Mais donc, quelle est la bonne décision ? Finalement, garder un étage parce qu'on l'avait, parce qu'il est beau, parce que... oui. Mais en fait, tu as raison, c'était pas la bonne... Enfin, on a pris la décision qui était la meilleure aussi pour tout le monde, finalement. Et en fait, je pense que quand on a de la donnée... pour justifier les décisions, les collaborateurs le vivent bien. Quand on leur explique pourquoi on fait ça, quand on les rassure en leur disant il y a une analyse de trafic qui a été faite, personne ne va gagner, voilà les 3 bureaux qui sont en compétition, ça marche aussi. On a beaucoup infantilisé les collaborateurs, c'est souvent, ils sont de l'autre côté, c'est pas nos ennemis, les collaborateurs, on travaille pour eux finalement, mon métier... Je le vois comme un métier de service. C'est des clients internes. Je l'ai toujours vu comme ça. Il n'y a rien de dégradant à se dire qu'on fait du service. Au contraire, je pense que c'est très noble. C'est très gratifiant aussi. Quand on le fait bien, ça marche. Parce que voilà, on a de l'impact et on sent ce qu'on fait. On peut voir le résultat de nos actions. Et donc forcément, quand on explique et qu'on justifie, souvent c'est bien pris. Et c'est là qu'on travaille main dans la main quelque part. Et avec les directions financières, comme avec les collaborateurs aussi. Tu parles avec conviction, et on en parlait tout à l'heure, du rôle de management, avec tes équipes notamment, qui sont disséminées. Et puis on dit, le télétravail, il y a même des entreprises qui font maintenant revenir les gens parce qu'ils n'arrivent pas à manager. Voilà, toi, tu as des équipes finalement partout dans le monde. Qu'est-ce qu'un bon manager ? Qu'est-ce qui fait que... Voilà, et à l'inverse, qu'est-ce qui t'a fait ou te ferait partir, par exemple ? Des actions de management. Et si je demandais à ton équipe, en quoi finalement, alors je sais que c'est peut-être un peu difficile de se projeter, mais en quoi, je pense que tu es quand même lucide sur... En quoi tu es un bon manager ? Qu'est-ce qui me dirait d'après toi ? Alors, je pense que mon équipe dirait que je suis très structurée. Elle dirait que je suis exigeante, mais elles m'en veulent pas parce que je suis exigeante envers moi-même. Je pense que ça, elle le dirait. Je pense que sincèrement, je pense que c'est ce qu'elle dirait. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je me soucie beaucoup d'elle. C'est très important. Et c'est vrai que dans notre métier, c'est pas facile parce qu'on règle énormément de problèmes. Donc parfois, on gère de la frustration des collaborateurs sur des choses qu'on peut pas faire tout de suite. Et ça, je pense que c'est essentiel, en tout cas dans cette activité, d'être à l'écoute de son équipe. Et surtout d'y faire attention. De faire attention à ce que... savoir monter au créneau pour elle aussi, savoir justifier des décisions et dire... de les soutenir quand il y a de la frustration d'un collaborateur sur des solutions qu'on ne peut pas toujours avoir tout de suite quand on sait qu'on fait notre maximum. Après, pour moi, le management, un bon manager, c'est quelqu'un qui peut rêver à la place de sa ressource. C'est-à-dire que vraiment, il faut que lui-même, il ait cette vision de comment la personne va s'épanouir et qu'il ait cette projection de carrière, pas pour lui-même, mais pour son équipe. C'est très important. Moi, ça m'a manqué. Je pense il y a très longtemps quand j'ai commencé ma carrière et c'est quelque chose moi qui peut me faire partir aussi, c'est-à-dire qu'un manque de confiance et un manque de vision. La vision pour moi c'est tout, d'avoir un manager qui reconnaît évidemment mais qui va savoir se dire waouh, je vois ce que la personne elle va devenir, je vais l'aider comme ça, je peux lui donner ce projet, elle va vraiment grandir là-dedans. Ça, c'est ça qui est important pour moi. Un bon manager, c'est ça. Il va rêver à ma place. Il va se dire, voilà où je vais l'amener, voilà ce qu'on va faire ensemble. Et je vois un peu la suite de la carrière. Et c'est ce que j'essaye. Alors, ça, il faudrait leur demander si je le fais bien ou pas. Mais en tout cas, c'est un vrai point d'honneur pour moi de le faire pour toutes les personnes dans mon équipe. C'est une évidence. De voir comment les faire évoluer. Oui. Et de trouver les bons projets pour qu'elles s'épanouissent, qu'elles gagnent en compétences sur des choses où elles n'auraient pas forcément eu tout de suite, mais où tu vois que certaines qualités peuvent vraiment aider à développer cette compétence, cette connaissance
peu importe parce que c'est vrai qu'on a un métier où il y a énormément de compétences différentes, que ce soit de la négociation à la compétence technique, à la gestion des contrats. Tout ça, c'est complètement différent et en même temps, c'est notre métier de se dire, quand on a un manager, c'est pas juste un titre, c'est pas juste la gloire et être content d'avoir un titre, c'est se dire c'est une vraie partie de notre métier aussi. C'est-à-dire que pour moi, ça fait autant partie que l'environnement de travail. Si tu es manager, tu dois être un leader, tu dois être un exemple, mais tu dois principalement te soucier de comment tu vas faire grandir ton équipe. Je pense que c'est primordial. Toi, d'ailleurs, tu disais que t'aimes être beaucoup dans le build, enfin créer des nouvelles choses. Et c'est ce que aujourd'hui, c'est ce qui se passe et on voit moi, je ressens ton enthousiasme. Donc, pour toi aussi, un manager, c'est aussi ça. C'est pas peut-être laisser les gens évoluer un peu dans le travail habituel qui ronronne, sachant qu'il y a des collaborateurs à qui ça convient quand même aussi. On n'a pas tous le même profil. Donc, c'est important peut-être pour un manager aussi de déceler les gens qui finalement sont des experts, sont très heureux dans ce qu'ils font et comme ils le font. Et ça aussi, c'est un peu comme la façon de la reconnaissance, par exemple. Alors, je trouve que c'est un très bon exemple lié à... Moi, je sais que je me suis trompée une fois et ça a été une grande leçon où pendant, je pense, 6 mois, j'ai pas arrêté de faire des messages publics pour une personne qui était dans mon équipe. C'était il y a longtemps. Hein. Je parle pas de mon équipe aujourd'hui, j'ai appris depuis. Où j'arrêtais pas de faire cette reconnaissance. Et puis un jour... elle m'a dit, j'ai jamais osé te le dire, mais j'aime pas trop être mise en avant comme ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ça fait 6 mois que je fais ça en pensant que je lui donne tout ce qu'elle aimerait et puis je lui donne la reconnaissance qu'elle mérite parce que vraiment c'était un travail incroyable. Et en fait, c'est là, je pense que ça, c'était l'une des plus grandes leçons que j'ai eues en tant que manager. Et maintenant, ça aussi, j'y mets un vrai point d'honneur. Ce que j'attends moi, pas forcément tout le monde l'attend. La façon dont je communique, pas forcément tout le monde communique de la même façon. Et donc, c'est aussi une compétence là d'être un manager et de se dire, voilà, je dois trouver. Et si j'ai une personne qui est très heureuse dans le poste qu'elle occupe et que le développement ne l'intéresse pas forcément ou de développer une expertise plus qu'une autre, dans ce cas-là, c'est notre rôle aussi de l'accepter. Si on a embauché une personne pour tel rôle et qu'elle se plaît dans tel rôle, là, notre rôle, c'est justement de ne pas rêver à sa place et de se dire, parfait, si tout fonctionne et que c'est ce qu'on cherchait à la base, il faut savoir aussi accepter que quelqu'un va se satisfaire de ça. Donc, le rôle de manager, c'est justement de bien connaître les personnes. C'est ce qui permet de savoir. Forcément. Est-ce que j'aime la reconnaissance publique ? Est-ce que je suis plutôt non ? Moi, une augmentation, ça va me suffire et c'est pas la peine de dire publiquement. Non. C'est ça, exactement. En fait, et c'est quand tu connais vraiment ton équipe aussi que tu es en mesure de savoir sur quel bouton, entre guillemets. C'est très important, connaître son équipe, c'est tout. Parce qu'on apprend à les connaître et en même temps, on se fait découvrir aussi en tant que personne et manager. Et de partager et puis de co-créer aussi. Je pense que c'est une évidence pour qu'une équipe, elle marche. Ça peut jamais être descendant comme ça. C'est ma vision, c'est comme ça et c'est tout. Non, il faut co-créer ensemble parce que c'est là qu'on engage aussi les personnes parce que chacun a apporté sa pierre à l'édifice et a participé à la création de ce projet et ensuite va le réaliser. Tu l'as dit, tu es engagé sur les sujets de santé, de sécurité, de bien-être au travail. Pour toi, en quoi ces piliers sont un peu indissociables d'une bonne expérience collaborateur et comment tu le fais vivre finalement dans un environnement aussi éclaté géographiquement ? Donc, tu as un peu parlé du snacking qui était un exemple. C'est un exemple. Mais comment tu fais ? Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on oublie souvent, je pense, avec le développement justement de cette notion d'expérience collaborateur, que justement, notre fonction première, c'est la sécurité. Et la sécurité, elle a 2 aspects. On a la sécurité du collaborateur quand il est dans nos bureaux, mais la sécurité de l'entreprise aussi. C'est-à-dire qu'on doit être garant qu'on protège l'entreprise en faisant tout ce que l'on doit faire en termes, par exemple, de réglementation. On protège aussi notre entreprise. On est garant de la sécurité physique parce que l'accès à un site, c'est pas juste la création d'un badge ou couper un badge. C'est tout ce qui va autour. Et surtout, on voit, dans les entreprises de la tech, c'est vraiment un sujet, forcément, la protection des locaux, la protection des données.
Alors nous, on a un super aussi service, une super direction IT, mais c'est vrai que le workplace aujourd'hui est forcément l'un de ces piliers sur la sécurité. Donc forcément, on a cet aspect de sécurité, de bien-être, et notre métier, il prend tout son sens aussi. C'est pas juste là encore de la gestion d'un bâtiment, d'un immeuble, de murs, de quelque chose de statique. On va gérer cette expérience collaborateur. Elle est améliorée forcément quand on est dans des bonnes conditions de travail, quand on est en sécurité. Aujourd'hui, très peu de gens savent que un indicateur clé de notre métier, c'est 0 accident de travail. Mais c'est la réalité aujourd'hui. Quand il n'y a pas du tout d'accident dans des locaux, mais c'est un indicateur pour dire que tout va bien normalement. Et c'est pas, il faut pas voir tout ça comme des situations exceptionnelles. On est garant de cette sécurité, et après on va être garant du bien-être. Ça va passer par autre chose, mais qui est complètement lié à l'expérience collaborateur. Quand on aménage un site, alors au-delà du beau, au-delà d'être, on va dire d'être en phase avec l'image de l'entreprise, avec la marque, on va être aussi en charge de choisir du bon mobilier. On va être en charge de se dire c'est du bien-être, mais c'est au-delà d'initiatives engageantes. C'est on choisit le bon matériel pour éviter justement des troubles, on en parlait tout à l'heure, et pour faire en sorte que les personnes soient en bonne santé. Donc tout ça, c'est très lié. C'est la partie moins visible de l'expérience collaborateur, parce que quand on pense expérience collaborateur, on croit que justement c'est les croissants et les after-work. Ce n'est pas que ça. C'est lié aussi à l'environnement, le vrai environnement qu'on crée au quotidien. Et puis, moi, c'est petit à petit. Ça fait que 9 mois que je suis dans l'entreprise. Alors, donc, petit à petit, on reprend nos environnements et on crée cette uniformisation aussi, et avec forcément une amélioration continue. Et ça devrait être dans toutes les entreprises, parce que tout est mouvement, les standards sont en mouvement, le mobilier s'améliore forcément, et l'expérience et les attentes aussi des collaborateurs changent. Donc c'est vrai que c'est sans cesse, on se renouvelle sans cesse. À part la partie sécurité, c'est toujours la même chose. Oui, on parlait des troubles musculo-squelettiques, notamment parce que mauvaise posture, mauvaise chaise, mauvais bureau. Oui. Donc c'est ça que tu évoques, quand tu dis du bon mobilier, c'est du mobilier adapté pour passer une journée de travail assis. Et on y passe beaucoup de temps. C'est clair, c'est clair. Dans le bien-être aussi, je m'étais noté des petites choses qui m'avaient un peu interpellée, qui ne sont pas locaux directement, mais vous avez des winter parties, donc tu vas peut-être nous expliquer. J'avais noté Shape the Future of Your Work, donc ça doit être peut-être un projet. Oui. Food Project, je pense que c'était les snacking. Enfin, je vois qu'il y a quand même beaucoup de choses. Le contrôle médical sur site, dont tu m'as parlé, j'ai trouvé que c'était un projet en soi. Ça se passe en Espagne, et c'est quelque chose qu'on va regarder comment éventuellement, ça c'est un projet 2026 si vous m'écoutez. Ne vous inquiétez pas, les membres de l'équipe. Ne vous inquiétez pas. Non, mais effectivement c'est très intéressant, et là c'est là aussi que ça prend tout son sens, les différences culturelles, parce qu'on voit ces super initiatives qui sont vraiment qui améliorent la qualité de vie des collaborateurs, et on se dit waouh, c'est une super idée. Est-ce que potentiellement on peut le développer? Alors oui, on a beaucoup d'initiatives, forcément on a des soirées, après un programme dont je suis très fière, parce que pour le coup c'est notre équipe qui l'a créé complètement à partir de rien, et puis comme on est arrivé un peu tard, on n'avait pas forcément de budget dédié, donc voilà le lot de toutes les équipes, et effectivement on a créé un programme qui s'appelle le Give Back Programme, en partant de rien, qui est alors on a fait un vrai projet, on l'a géré comme un vrai projet en trouvant des volontaires dans chaque pays. Alors Give Back Project, je pense qu'il faut que tu dises. Donc c'est vraiment la notion de se dire comment on s'engage en tant qu'entreprise à faciliter comment les collaborateurs peuvent faire une bonne action. Et donc, c'est basé sur 2 phases. Donc, la première, très liée avec le nettoyage de printemps. Et là encore, c'est vrai que pour moi, avoir des actions responsables pour une entreprise, c'est une nécessité. Et donc, très lié avec le nettoyage de printemps, en avril, on coordonne vraiment des dons de vêtements. Tous les pays ont choisi une association. Et donc, on fait les collectes avec nos volontaires. Chaque bureau a un volontaire. Et on collecte des
des vêtements au profit de cette association. Et ensuite, les volontaires sont en charge d'animer, d'engager les collaborateurs sur site, de contacter l'association et la récupération. On a récolté plus de 100 kilos de vêtements en avril. Et la deuxième phase du programme, c'est effectivement la collecte de denrées alimentaires en décembre. Là encore, j'ai pas forcément inventé quelque chose, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Je pense que l'innovation, elle vient de le coordonner dans 19 pays, 26 bureaux en même temps. C'est ça qui a été un peu fou comme aventure. Mais c'est vrai que c'est incroyable. Ça a été, en tout cas, j'ai hâte aussi d'être en décembre pour voir les super associations qui sont choisies parce que effectivement, on crée des partenariats. Et là encore, c'est quelque chose qu'on a fait sans fond. Ça nécessite beaucoup d'huile de coude et un peu de temps de travail. Mais c'est vrai que ça nous a engagés. On a créé cette petite équipe du coup de volontaires qui maintenant se connaissent, sont réunis dans un canal de communication. Puis un projet transverse finalement. Et c'est un projet complètement transverse parce que les volontaires viennent de toutes équipes aussi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que des gens qui ne seraient pas forcément croisés se sont croisés. Alors vraiment, ce qui est aussi incroyable, je pense que j'ai mis 48 heures pour avoir tous les volontaires sur un message. Et j'ai trouvé ça incroyable. Ça montre l'humanité des gens dans l'entreprise, ça montre l'engagement, ça montre l'envie de dégager du temps aussi pour faire quelque chose de bien. Et ça, forcément, c'est quelque chose dont je suis très fière d'avoir accompli, en tout cas sur l'un des projets que l'équipe a fait, qui est sans aucun doute, qui a beaucoup d'impact et qui restera et qui va grandir aussi, j'en suis certaine, petit à petit qu'on grandit. Mais c'est vrai que voilà, c'est un beau projet. C'est une autre manière de créer du lien entre les collaborateurs. Il n'y a pas que revenir au bureau, comme quoi il y a aussi des initiatives à distance. Oui. Qui permettent quand même de créer... Alors, ils devaient venir au bureau pour déposer leurs vêtements, donc on peut se dire que... Quand même, c'est un hybride. C'est un hybride. Aujourd'hui, tu sembles à ta place. Enfin, moi, je sens beaucoup d'enthousiasme, aligné avec ce que tu fais. Si tu croises quelqu'un aujourd'hui qui se sentait un peu coincé dans son job, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire ? Alors, bon, tu vois, là, il faut que je me reprenne, ça, c'est ma personnalité. D'abord, je lui dirais, va-t'en, mais non. Je lui dirais de réfléchir un peu, mais effectivement, en tout cas, je pense qu'il n'y a rien qui vaille le coup d'être coincé. Jamais. Je pense que si on n'est pas bien, il faut se faire confiance. Il faut faire confiance à ce qu'on ressent. Il y a forcément une raison. C'est pas toujours facile de quitter un emploi. C'est pas aussi simple que va-t'en. Donc, c'est pour ça que je me modère dans ce que je dis. Mais la finalité, c'est va-t'en. Trouve une façon de trouver ta voie. Essaye plein de choses et c'est pas grave si c'est pas les bonnes choses. C'est pas grave s'il y a des trous d'un mois ou 2 mois dans ton CV. C'est pas grave si il y a une réalité financière évidemment. Donc non, il faut toujours partir pour quelque chose. Ça c'est moi. Mais de toute façon, je suis une angoissée de n'avoir rien à faire. Donc je ne quitte jamais un emploi sans avoir autre chose. Ça, je l'ai appris à propos de moi aussi. Mais au-delà de la réalité financière, effectivement, je dirais que c'est pas grave d'essayer des choses. C'est pas grave si c'est pas les bonnes choses. Mais il vaut mieux essayer des choses pour chercher la bonne chose que d'être coincé dans un endroit où on sait que ça n'ira jamais. Ça, c'est certain. Après, j'ai entendu des invités, je pense notamment à Lourdes Escribano chez Alstom, où ils ont mis un outil en place avec de l'intelligence artificielle qui fait qu'il y a des propositions de passerelles, de métiers auxquels les gens ne penseraient même pas eux-mêmes, mais grâce à des compétences transverses qu'ils ont dans leur métier, et il y a des nouveaux parcours qui leur sont proposés. Parce que ce que je dis, c'est qu'on n'est pas toujours obligé de quitter. Enfin, ça, c'est ma propre conviction et peut-être l'expérience que moi aussi j'ai vécue chez Xelia parce que c'est mon 5e poste, 5e création de poste. Donc, on n'est pas toujours obligé de quitter son entreprise et que parfois, au moins, s'exprimer, ne pas rester sur je donne ma dème, même je vais trouver autre chose. Donc, j'ai pas de problème financier, je suis en sécurité. Mais pour autant, parfois, en fait, au sein de nos propres boîtes, il suffit parfois, peut-être pas toutes les boîtes, mais d'en parler, de chercher des moyens quand on a des RH ouverts. C'est certain. Je pense que et nous, on a beaucoup de chance. On a une équipe RH, franchement, c'est incroyable. Ça faisait... j'avais jamais vu autant de structure et on va dire, de volonté sur l'engagement des collaborateurs et leur bien-être. Donc, c'est super. Après, ça dépend beaucoup des typologies d'entreprises aussi. Alstom, je trouve que c'est super. C'est 80 000 collaborateurs. 80 000 collaborateurs. Je pense que ça donne la possibilité
possibilité de... Mais bon, nous, on n'est que 250 et pourtant... Et j'ai fait 5 postes. Enfin, et on n'était pas 250 incroyable. Quand j'ai... Incroyable, et je trouve ça très bien. Et effectivement, voilà. Alors, il ne faut pas être trop tranché. Et si on a une possibilité, ça, j'avoue que moi aussi, je ne suis pas quelqu'un qui quitte facilement. Et je pense qu'il faut toujours tout essayer. Donc, quand on a une belle aventure, ne serait-ce que juste humaine, et si professionnellement ça ne va pas, oui, je pense que la bonne décision, c'est toujours d'essayer, effectivement. D'essayer d'évoluer dans son entreprise. Comment on peut le faire s'il y a une possibilité. C'est bien d'essayer. Après, si c'est pas possible, oui, effectivement, je dirais de chercher autre chose, de pas avoir peur. Dans le contexte, je répondais plutôt à la question aussi dans le contexte métier. Si on n'est pas au bon métier, si on a la chance dans une entreprise qui peut faire évoluer, mais sinon, je dirais vraiment, je pense qu'il y a vraiment cette notion en France aussi où on est coincé. Il faut que les parcours soient linéaires, alors que les histoires, parfois les plus belles histoires apparaissent dans le pas linéaire. La tienne. Merci, on est un gentil, exemple. Mais c'est vrai, il faut pas avoir peur, il faut plonger, il faut se dire, on y passe beaucoup de temps au travail et ça détermine beaucoup notre quotidien quand même. Bien et sûr. La façon dont on vit et notre vie entière quelque part. Et donc, si on n'est pas heureux, il faut vraiment en tout cas aller à rechercher ce bonheur et cet épanouissement, parce que vraiment, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau quand on s'épanouit dans son travail, ça c'est sûr. Bon, on arrive sur la fin avec ce beau message d'espoir. Qui tu aimerais entendre, toi, dans un futur épisode de Résonance ? Alors, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Parce que tu connais beaucoup de monde, j'imagine. Je connais beaucoup de monde, mais c'est vrai que j'ai réfléchi beaucoup, mais ça s'est inscrit comme une évidence. Et c'est Carlos Martin, que j'adore, qui est le Head of Workplace de chez Allianz et qui est brillant de par sa carrière. C'est pas linéaire, lui aussi, je vais pas tout dire à propos de lui, mais il a fait plusieurs postes chez Allianz et rien que ça, son titre Workplace Innovation, je pense que ça donne envie de le connaître plus, même s'il est très connu aussi déjà. Mais voilà, ce sera lui que je vais promouvoir pour le prochain à entendre. Super, merci beaucoup Laetitia, merci d'être venue, d'avoir accepté mon invitation, merci pour ton temps, ta générosité, ton authenticité. Merci vraiment pour ça. Merci à toi, c'était un super moment. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Je recevais aujourd'hui Laetitia Focanere. C'était un plaisir et j'espère vous revoir dans un prochain épisode de Résonance.